Nous accueillons la journaliste Flore Vasseur qui a réalisé... Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Vous avez réalisé un documentaire qui sera diffusé dans quelques jours, le 10 juin sur Arte, qui s'appelle Meeting Snowden. Edward Snowden, bien sûr. Ça a été tourné en décembre dernier à Moscou, où on y voit d'ailleurs 3 leaders mondiaux de la défense de la citoyenneté, de l'Internet libre, qui sont réunis en toute discrétion dans cette chambre d'hôtel, dont Edward Snowden, bien sûr. C'est un documentaire qui essaie de répondre à une grande question, comment sauver la démocratie. Ce qui va sauver la démocratie, c'est le peuple ? En tout cas, c'est une prise de conscience qu'effectivement, le problème de représentativité est non seulement en France, mais il est absolument partagé, il est partout. Il y a énormément de gens dans la rue aujourd'hui, mais absolument partout, des mouvements citoyens qui émergent. Aujourd'hui, les caméras, les journalistes, nous-mêmes, on ne fait pas attention à aller regarder ces mouvements-là, alors qu'ils sont là. On a un problème de regard nous-mêmes. Donc ce qui va changer, c'est probablement non seulement de prendre conscience d'un phénomène qui arrive, et de comprendre aussi que c'est un phénomène qui va tâtonner, mais qui part du même constat et qui a le même désir de représentativité de l'intérêt général au pouvoir. Ce qui est on a parlé pendant 1 heure de moralisation de la vie politique, etc. On a peu parlé des conflits d'intérêts, on n'a pas parlé d'intérêt général. C'est quand même incroyable, c'est quand même le problème exactement partout, avec l'exemple complètement caricatural et abominable de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Donald Trump. Alors, donc ces 3 personnages qui sont ensemble dans cette chambre, donc Snowden, je le disais, et la chef de file du parti pirate en Islande, ça fait comme ça sourire, mais ça existe réellement. Elle s'appelle Birgitta Jonsdottir. Elle se définit comme un Robin des Bois de la politique. On va regarder un extrait de votre documentaire. I think our uniqueness is mostly about the possibilities of engagement to bring the power back to the people or take it from the powerful and give it to the general public, to be Robin Hood of power. The biggest service we can do right now is just to think of innovative ways for people to feel that they are part of democracy, that to help them understand that, our systems are not separated from us, that we are the system. Alors, ce parti pirate veut rendre le pouvoir au peuple, elle le dit. Ce parti a obtenu 10 sièges au Parlement islandais, qui en compte, je crois, 63. Donc maintenant, ce parti siège. Ça fait longtemps qu'il siège. Oui. Il siégeait déjà en 2013. Élections, je voulais dire, absolument. Non, mais il siégeait déjà en 2013. Il siégeait déjà en 2013. Elle a juste triplé le nombre de postes. Voilà. C'est vrai que ça fait sourire, je le disais, ce nom. Mais leur cause... Voilà, elle est extrêmement sérieuse. Voilà, le problème, c'est exactement ça. C'est que quand même le fait de prononcer parti pirate, ça vous fait, vous, Bruce Toussaint, sourire. Techniquement, c'est plutôt des corsaires que des pirates. Je veux dire, c'est que c'est le terme qui, pour nous en France, est quelque chose d'un peu enfantin. C'est une façon absolument évidente et extrêmement rapide de décrédibiliser quelque chose qui veut exister, qui veut se positionner. Non, mais quand on dit... Je vous dis que justement, comme ça peut faire sourire, je vous demande d'expliquer pourquoi ça doit être sérieux. Mais parce que justement, ils partent du principe que l'intérêt général n'est plus représenté au pouvoir, que la fonction de député, on en a parlé, je ne sais plus lequel de vous deux a posé la question de dire ça sert à quoi un député ? Je n'en sais rien, si, normalement ça doit servir à quelque chose, enfin, ou alors on n'est plus en démocratie, on ne fait que de la mascarade. Non plus, ça ne sert à rien. Écoutez... Monsieur Fenech, il faut tout balayer, il faut vraiment tout balayer. Et on se retrouvera dans une belle dictature. Visiblement, Attendez. En tout cas, monsieur, visiblement, ce genre de parti vous pose problème. Mais écoutez juste 2 secondes, de quoi il s'agit ? Mais est-ce que vous connaissez ? Alors, il propose quoi, le Parti pirate islandais ? Voilà. Non mais écoutez, excusez-moi, on est exactement dans le cœur du problème. Oui, mais avant même que je commence à en parler, vous commencez par décrédibiliser l'histoire. C'est quand même incroyable. On l'a trop attaqué. Non mais c'est possible. Mais en tout cas, moi, je veux juste vous dire. Donc, le parti pirate part du principe qu'il y a un constat qu'on semble partager ici de non-représentativité du citoyen dans les instances de pouvoir. Donc, ce qu'il propose, au-delà de toute une série de programmes sur la nature, la défense de l'environnement, etc., c'est de dire OK, un député, c'est quelqu'un qui va représenter, pas un parti, une communauté d'idées dans l'hémicycle et qui va donc rendre transparent le travail de l'Assemblée et se concerter avec sa base
pour décider en fonction de chacun des sujets comment le député, qui lui est dans la place, comment il veut voter. Et alors, donc le Parti pirate, sur ces Islandais, sur ces bases-là, est un parti qui, effectivement, a fait 10% ou 14% des élections législatives. Il était crédité de 35% des voix. Il y a plein de gens qui, une fois dans l'urne, ont dit non, c'est effectivement trop extrême, etc. Et en France, il y a des initiatives comme celle-là qui s'appellent. Il y a le Parti pirate, mais il y a d'autres partis. Je vous invite à regarder le travail exemplaire de Ma Voix, qui est un collectif de citoyens qui part du même principe. Être député, c'est un job à part entière de représentation des citoyens. Est-ce que ça a un lien, selon vous? Est-ce que c'est comparable à ce que tente, par exemple, Emmanuel Macron en faisant entrer la société civile dans son gouvernement? Je pense que ça part je pense que ça part en tout cas du même besoin. Je pense que ça part de la même volonté de toute une série de gens qui, dans leur domaine aujourd'hui, innovent et ne sont pas dans la fonction politique, c'est-à-dire ne sont pas encartés dans un pouvoir politique, mais qui tous les jours, par la façon dont ils font leurs entreprises, par la façon dont ils font leur métier, font de la politique. Et donc, c'est pas très... Voilà, c'est une espèce de prise en main citoyenne qui part du principe que la professionnalisation de la vie politique à la papa, telle qu'on la vit depuis 30, 40 ans, ça nous amène là où on en est aujourd'hui. Et il y a plein de gens à qui ça ne va pas. Vous dites que la politique doit être une mission, pas une rente. Absolument. Je pense que, en tout cas, dès lors qu'elle devient une rente, en tout cas, ça ouvre la voie totale à de la corruption. C'est triste d'entendre tout ça. D'autant plus que dans le Parti des Pirates, vous avez oublié de dire, c'est qu'il n'y a que des gens qui sont de la société civile. Chez Macron, ça part d'une bonne intention, mais il y a quand même quelques élus qui vont à la gamelle. Parce que vous croyez que les politiques, enfin moi je sais pas, mais vous savez qu'ils sont tombés comme ça du jour au lendemain, ils n'avaient pas de métier. Moi j'avais un métier avant de faire de la politique. Mais j'ai pas dit que vous n'aviez pas de métier, monsieur. Mais attendez, laissez-moi parler. Vous parlez beaucoup, vous dites ceci, vous dites cela. Elle vient juste d'arriver. Je suis désolée, je suis arrivée à 8h35. Excusez-moi, ne faites pas croire, vous êtes très agréable par ailleurs, mais ne faites pas croire que les politiques, que M. Macron aujourd'hui, avec la société civile, il va révolutionner le système. Est-ce que j'ai dit ça ? Moi, autour de moi, à la commission des lois, j'ai des avocats, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des médecins, on a tous des métiers. La question de la professionnalisation des politiques est importante, s'il vous plaît. Par contre, c'est effectivement le non-renouvellement de la classe politique. C'est pour ça que la limitation dans le temps, il ne faut pas que ça devienne des rentes de situation ou des affaires familiales. C'est pas ce que propose M. Macron. C'est pas ce qu'il propose. M. Macron propose 3 mandats successifs, voilà. Ça ne veut rien dire. Poutine, Medvedev, et ils sont encore là 40 ans. Ouais. Donc le vrai courage politique qu'aurait eu M. Macron, c'est de limiter les mandats dans le temps, de façon à ce que les gens ne sentent. Je ne sais pas, 2, 3 mandats. Je suis pas. Mais non successifs. Mais non successifs, c'est-à-dire que non successifs. Quand tu faisais ton service militaire, tu faisais ton service, tu rentrais chez toi. Être élu, n'oubliez pas que c'est sur le volontariat. On est élu, puis après on rentre chez soi. Là, ce que proposait M. Macron, c'est de l'enfumage. Ce qu'a proposé M. Bayrou, c'est de l'enfumage. 3 mandats successifs, ça veut rien dire. Il y a des choses intéressantes, même la loi... Mais je dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes, je parle des enfumages. Je peux vous dire que c'est bien, parce qu'il y a des trucs bien. Mais le truc sur pas assez complet. Le conflit d'intérêts, en ne supprimant pas le métier d'avocat, ça veut rien dire. Tout le monde sait depuis à peu près Machiavel que quand on fait une loi, on n'y pense pas la manière dont elle va être appliquée de manière vertueuse, mais comment elle peut être contournée de manière malveillante. Flore Vasseur. Alors, là, on a compris l'esprit. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui ont pu émerger grâce, on revient à ces pirates islandais. Qu'est-ce qui a pu avancer dans la société ? Les pirates islandais sont nés d'un mouvement qui date de 2009, en fait, qui est la prise en compte de ce qu'a été la crise des subprimes en Islande. Tout à coup, du jour au lendemain, l'intégralité de son pays, tout le monde se retrouve absolument ruiné. Et l'analyse politique qui en est faite immédiatement, c'est que ce n'est pas un problème de marché financier, même si ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de démocratie. C'est le problème que les hommes au pouvoir étaient très proches des banques, qu'il y avait une immaturité absolument totale entre les dirigeants des banques, les politiques eux-mêmes et des grandes banques nationales avaient mis en place et les dirigeants. Et donc, il y a tout de suite eu l'idée que ce n'était pas un problème économique, mais c'était un problème politique et donc il fallait toucher aux institutions. Le peuple islandais a été le seul à renverser son gouvernement, à emprisonner des banquiers et à forcer le pays dans son intégralité, à revoir sa constitution. Donc l'un des premiers trucs, c'est pas que les pirates. Et Birgitta, à ce moment-là, elle rentre en politique. Et elle participe à ce mouvement-là, qui est de réécriture totale de la constitution via un premier processus de tirage au sort,
puis de consultations sur Internet où tout le monde participe à l'écriture de la loi. En 4 mois, l'Islande aboutit à une nouvelle constitution qui est acceptée au référendum à plus de 70%. Les partis traditionnels en place, qui doivent mettre en place cette constitution, s'assoient sur la constitution. Ça fait 4 ans maintenant, 5 ans, elle n'a toujours pas été admise, votée. Donc oui, il y a des gens qui poussent, il y a des gens qui essayent des choses. Mais le tirage en sort. C'est intéressant. Juste, mais voilà. Je voudrais qu'on regarde tous ensemble une archive, parce que la République propre, la transparence, c'est pas un débat qui date d'hier. En novembre 1994, on discutait déjà à l'Assemblée d'une réforme sur la transparence du patrimoine des élus. Voici ce qu'en pensait à l'époque Philippe Séguin. La démocratie a un prix et la corruption, elle a un coût. Alors il faut choisir. Je crois que si on veut avoir une démocratie qui fonctionne de manière satisfaisante, si on veut des élus au-dessus de tout soupçon, si on veut combler le fossé qui s'est creusé ces dernières années entre les Français et la chose publique, il faut s'en donner les moyens. C'était il y a 23 ans. C'est évident. D'actualité. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 23 ans? La permanence de la nature humaine étant ce qu'elle est, les choses Cicéron, avancent. à peu près. Hein, oui, voilà. Mais ce qui est étonnant et ce qui est très bien aussi dans la manière dont ça a été dit ici, c'est de relever que la question de la crédibilité, de la fiabilité, de la véracité est une condition du travail démocratique par rapport à ces notions de confiance. Mais en même temps, d'une certaine manière, je comprends les réactions un petit peu outrées quand on parle de transparence, parce que la notion de transparence, quand on la pousse, elle a quelque chose d'un peu inquiétant. On voit des gens très vertueux qui vont accuser, qui vont parfois créer aussi des drames humains. Il faut pas l'évacuer comme possibilité. Et tout simplement parce que la notion de transparence, elle s'inscrit plutôt dans un registre moral. Et elle vient en quelque sorte parasiter un autre principe qui, lui, est plutôt inscrit dans le registre politique et dans le registre légal, c'est le principe de publicité. Et ce que veulent les gens à travers la notion de transparence, c'est la publicité, c'est-à-dire la publicité des moyens, des manières qui ont été employés pour pouvoir atteindre tel et tel objectif, et puis clarté, publicité aussi sur les résultats. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est sans doute capable de s'entendre assez aisément. On va terminer cette émission. Je rappelle que le documentaire de Flore Vasseur est diffusé le 10 juin sur Arte, que ça s'appelle Meeting Snowden. On va terminer cette émission en rendant hommage aux victimes de l'attentat de Londres. 7 morts et une cinquantaine de blessés. On a appris, juste avant le début de cette émission, d'ailleurs, qu'un Français faisait partie des personnes qui ont été tuées hier soir. Il y a aussi 7 ressortissants français qui sont hospitalisés. Grande émotion en Grande-Bretagne. En France aussi, le dessin de Plantu, comme toujours même, est très juste. On y voit une urne qui résiste aux attaques de djihadistes. Laisse tomber, ils sont plus forts, voilà. Regardez, disent ces djihadistes devant cette urne et ces 2 doigts brandis. Drapeau en berne à Paris, la Tour Eiffel symboliquement éteinte cette nuit. Theresa May, la première ministre britannique, dit qu'il faut changer la politique antiterroriste. Regardez. That means taking military action to destroy ISIS in Iraq and Syria. But it also means taking action here at home. While we have made significant progress in recent years, there is, to be frank, far too much tolerance of extremism in our country. Toute dernière question de cette émission. C'est vrai, il y a eu trop de tolérance, un dossier que vous suivez, je le sais. Trop de tolérance, a dit Theresa May. Il n'y a pas qu'en Vous êtes d'accord avec Grande-Bretagne, ça? en France également. Il y a eu des fois un peu trop de clientélisme, par certains élus locaux notamment. On a laissé prospérer des discours dans certains quartiers, pas qu'en France, à Molenbeek, en Grande-Bretagne. Il faut se ressaisir, il faut lutter contre le phénomène de communautarisme, d'extrémisme religieux. Il faut que cette lutte antiterroriste soit revue dans toute l'Europe, selon vous? Il faut que l'Europe décide enfin de se rassembler autour de cette lutte par un véritable renseignement européen qui n'existe pas encore aujourd'hui, une protection des frontières extra-européennes et un échange, surtout un échange et un partage de l'information. Flore Vasseur, c'est un sujet qui touche aussi ces personnalités éminentes que vous avez rencontrées. Oui, Edward Snowden est quand même un personnage qui est emblématique de cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que le renseignement et à quoi sert la surveillance. Et je me souviens très bien d'une phrase choc du film où il explique
ce qu'il appelle la nouvelle théorie des dominos. C'est-à-dire qu'il se passe à peu près la même chose à chaque fois qu'il y a un acte terroriste. Et je suis la première. Enfin, moi, j'ai vécu le 11 septembre, donc je veux dire, je vais pas me faire des... Je suis pas bisounours sur le sujet, pardon, mais voilà. À chaque fois qu'il y a un acte terroriste, il se passe... Sur ces dernières années, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire des lois de renseignement de plus en plus dures sur l'ensemble de la population. Alors oui, il y a une refonte complète, parce que visiblement ça ne marche pas, toutes ces lois, et tous ces dispositifs ne fonctionnent pas, puisqu'on continue à avoir des attentats terroristes. Donc il y a un vrai problème d'efficacité qui est très... On en déjoue, mais il y en a encore, malheureusement. Oui, il y en a encore, donc il y a un vrai problème d'efficacité, et il y a une vraie question toujours à se poser d'efficacité et de rapport aux droits pour les citoyens. Edward Snowden parle d'une nouvelle théorie des dominos. Pendant la guerre froide, la théorie des dominos, c'était d'absolument contenir la menace communiste. Et c'était parce que si un pays communiste tombait, ils avaient peur d'une propagation, etc. Eh bien, aujourd'hui, il y a une nouvelle théorie des dominos qui est liée à ces droits-là. Et à chaque fois qu'il y a un acte terroriste, souvent, ça se traduit par une loi qui va au détriment de nos droits. Aujourd'hui, la théorie des dominos, c'est nos droits qui tombent. On fait que de la répression, jamais de prévention. Merci beaucoup à tous les 6. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous rendons hommage évidemment aux victimes de cet attentat de Londres. Pas d'émission les 2 prochains dimanches pour cause de législatives. On se retrouve donc le 25 juin. Très bonne soirée sur France 5.